On va commencer par le premier voyage qui sera le voyage en Chine. Alors, je vous ai parlé de croisière tout à l'heure. Je vous ai légèrement induit en erreur car c'est un peu plus qu'une croisière que nous vous proposons. C'est un voyage plus complet. Je pense qu'on se démarque quand même assez sensiblement des restes des, des croisiéristes parce que notre voyage est un peu plus long, mais un peu plus riche. Et au-delà du simple Yangtze-Kiang, qui sera donc une belle portion néanmoins de ce voyage, nous prenons aussi le temps pour visiter les grandes villes chinoises. Vous pourrez le constater, nous allons commencer par passer 3 jours et demi d'ailleurs à Shanghai, où nous allons découvrir toute la ville, notamment les différentes facettes, aussi bien modernes que traditionnelles. Nous irons à Suzhou d'ailleurs, un petit village dans le district de Shanghai, très traditionnel, magnifique. Ensuite, nous prendrons des trains. Notre premier train nous amènera à Yichang, où nous embarquerons à bord de notre navire. Depuis Yichang, nous effectuerons cette belle croisière sur le fleuve bleu, hein, le Yangtze-Kiang, où nous verrons les grottes de Badong. Nous verrons aussi le barrage des Trois Gorges, hein, peut-être le plus grand barrage qui fut jamais construit au monde, hein. Donc une prouesse de l'ingénierie civile comme il n'en existe que très peu. C'est aussi un grand moment de cette navigation. Un autre moment extraordinaire de cette navigation, hein, voilà, croyez-en mes mots, c'est la navigation à Fengji, qui est véritablement splendide. C'est là où on va s'embarquer dans les fameuses gorges, notamment dans une des gorges, pas la plus longue, mais très certainement la plus imposante, avec ces grandes falaises à pic de 1200 mètres de hauteur, et nous allons faire une navigation qui, certes, peut rappeler les, les reliefs karstiques que vous trouvez à la baie d'Along ou ce genre de choses, mais moi, personnellement, qui m'ont toujours évoqué, en tout cas, qui ont toujours animé chez moi un souvenir précis qui était les grandes navigations grandioses et naturelles que l'on trouve en Norvège. Vous savez, ces grandes navigations je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le Geiranger-fjord ou le Trollfjord, ces moments où peut-être la nature est la plus majestueuse en termes de navigation. Vous retrouvez quand même un sentiment de grandeur et de beauté suprême de la nature assez rare, je trouve, et notamment sur le Yangtze, c'est un moment qui ne laisse pas indifférent. Ensuite, nous terminerons notre croisière à Chongqing, petite bourgade que vous connaissez tous sur le bout des doigts, évidemment, petite bourgade de plus de 30 millions d'habitants maintenant. Donc c'est aussi ça, la Chine, c'est des villes que personne ne connaît et qui sont pourtant les plus grandes villes du monde. Les villes les plus peuplées du monde en général, celles qui sont le plus citées, c'est Shanghai d'ailleurs, Tokyo, Mexico City, mais Chongqing fait partie de ces grandes villes à plus de 30 millions d'habitants, qui peuvent se targuer, selon certaines métriques, d'être d'être la ville, parfois d'ailleurs, selon les critères, la ville la plus peuplée du monde. En tout cas, cette grande ville au cœur de la Chine, méconnue mais pour autant importante dans l'histoire chinoise, révélera certains secrets et vous permettra aussi d'affiner votre connaissance et votre compréhension de ce pays qui est un pays évidemment majeur aujourd'hui. Notre voyage continue ensuite, nous prenons un train, nous nous rendrons... Alors ce sont des trains qui sont magnifiques. Alors moi j'ai pris ce train, d'ailleurs de Chongqing jusqu'à Xi'an, je l'ai pris en 95, ça ne nous rajeunit pas. J'étais tout petit, avec mon père, on faisait des choses un peu étranges. On faisait des voyages, mais alors moi ça m'a beaucoup marqué. Il était lent ce train, je sais que c'était un enfer. Les choses ont beaucoup changé depuis. Mais ce train qui vous ramènera à Xi'an, donc la grande ville impériale historique de la Chine, avec son armée de soldats en terre cuite, hein. Vous voyez tous ces images. Un arrêt à Xi'an qui est essentiel pour découvrir la Chine, et ensuite, sans oublier bien sûr la cité impériale actuelle, d'une certaine façon, la cité de Pékin. Donc voilà, un programme très complet qui sera agrémenté de conférenciers. Vous aurez donc à bord, comme c'est souvent le cas, un conférencier
une renommée nationale à ne plus faire, hein. Ici, on aura avec nous Pascal Boniface, qui est certainement le géopolitologue le plus connu de France sur les dernières décennies, hein. Enfin, il a vraiment donné une, une envergure nouvelle à cette discipline qu'est la géopolitique chez nous. Il a fondé l'IRIS, hein, donc c'est le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il est l'auteur de plus de 80 ouvrages et c'est un conférencier qui possède un savoir immense sur de nombreuses destinations et donc qui nous permettra d'affiner, encore une fois, notre connaissance de la destination. Il va nous parler principalement donc, de la Chine contemporaine, notamment de la relation actuelle entre la Chine et les États-Unis. Les relations aussi entre la France et la Chine sera le sujet d'une de ses interventions. Et encore d'autres informations seront distillées soit pendant les conférences, soit même pendant les différents échanges informels que vous pourrez faire avec lui. En général, je serai présent à bord, hein. Moi j'ai été chercheur en histoire moderne, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats aussi brièvement, et finalement c'est tout ça à l'étranger d'ailleurs, et c'est finalement l'appel du voyage qui l'a emporté, et me voilà ici à officier sur des navires. Avec grand plaisir d'ailleurs, je dois dire que j'adore mon métier. J'essaye en général de m'adapter à ce que fait les conférenciers invités, et donc là, utiliserai un peu mon bagage anthropologique, un peu historique, pour faire des conférences plutôt générales, pour avoir des repères sur l'histoire de la Chine, qui est quand même un phénomène complexe et assez méconnu malheureusement, et aussi principalement quelque chose qui me tient à cœur, c'est sur une intervention en général sur les différentes spiritualités et sur le phénomène religieux d'ailleurs, chinois en l'occurrence, même oriental, voir un peu prendre le temps qu'on aura en 1 heure, bien installé, etc., pour évoquer des notions un peu plus anthropologiques, philosophiques, et bien voir les différentes façons d'appréhender le phénomène religieux là-bas par rapport à ici, et les différentes formes de ce phénomène religieux, que ce soit taoïsme, bouddhisme, Cham ou bien sûr confucianisme. Donc on aura l'occasion de voir tout cela ensemble. Je vais vous parler brièvement maintenant de votre bateau, le Yangtze Explorer 2. Je dois vous faire une confession, je n'ai pas encore voyagé sur le Yangtze Explorer 2. J'ai voyagé néanmoins sur le Yangtze Explorer premier du nom, son grand frère, qui était un navire magnifique, et qui se fait surclasser en tout point, j'en ai bien l'impression, par son petit frère, donc le Yangtze Explorer 2. Vous voyez donc un style très épuré, hein, un design très élégant, notamment ici le restaurant, le bar. Vous allez avoir aussi le spa. Alors le spa, sachez-le, croisière orientale oblige, le spa est aussi un haut lieu de culture, car au spa, vous pourrez découvrir la réflexologie traditionnelle chinoise, peut-être aussi l'acupuncture. Je ne sais pas s'ils le font sur ce bateau, l'acupuncture. Sur l'autre, ils le faisaient. Donc pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable et profiter du spa pour découvrir encore d'autres facettes de la civilisation chinoise. Un théâtre qui dispense en général des documentaires, des films qui en relation avec notre voyage, et parfois nous profitons de cet emplacement pour dispenser nos conférences. Voilà, alors vous voyez aussi l'élégance, encore une fois, du Yangtze Explorer 2, avec des cabines qui ressemblent plus à des chambres d'hôtel qu'à des cabines proprement parlées. Donc voilà, assez spacieuses et objectivement très, très belles. Qui dit voyage dit aussi hôtel, hein. C'est pas seulement une croisière, donc on a fait en sorte de choisir les hôtels les plus adaptés à notre clientèle et à leurs exigences. Nous avons donc à Shanghai choisi le Radisson, qui est très bien situé, notamment parce qu'il est en plein cœur du quartier animé de Hongkou, qui est, si vous voulez découvrir une autre facette de la destination, une petite promenade le soir dans le quartier de l'hôtel, et ça vous fera de nombreux souvenirs supplémentaires à ramener chez vous. Après, à Chongqing, nous avons donc le Sheraton, un splendide hôtel 5 étoiles, avec une vue imprenable sur le Yangtze.
À Xi'an, nous avons encore une fois un très bel hôtel, un Novotel, hein, en plein cœur, en plein centre-ville, donc à quelques mètres de la tour de la cloche et de la tour du tambour, qui sont deux lieux culturels importants de la ville de Xi'an. Et à Pékin, hein, un Novotel encore une fois, à quelques minutes à pied de la place Tiananmen. Donc on a vraiment essayé de mettre les petits plats dans les grands ici avec cette sélection. Et si vous êtes trop fatigué à la fin d'ailleurs, hein, pour aller à la place Tiananmen, vous avez la piscine chauffée qui fait en général le bonheur de tous les passagers. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez voir un peu plus en détail lors de ce voyage? Dans cette première partie de voyage, donc qu'on a évoqué ensemble, vous serez à Shanghai et vous découvrirez les jardins Yu. Jardin Yu qui est un lieu extrêmement prisé par les locaux notamment, c'est ces grands jardins asiatiques où vous voyez toujours ces ensembles avec ces bassins, ces représentations naturelles, un peu à la manière assez proche d'ailleurs, hein, du jardin à la japonaise, hein, qui est peut-être plus célèbre chez nous, grandement influencé le jardin à la japonaise par le jardin chinois dans un premier temps. Vous voyez aussi bien sûr ces grands pavillons avec ces toitures recourbées, enfin courbées vers le ciel et avec cette céramique vernissée un peu, ces décorations qu'on retrouve régulièrement avec ces créatures mythologiques telles les dragons qui protègent les environs. Tout ça étant voulu pour donner un sentiment très important à la culture asiatique en règle générale, de quiétude, de calme, de sérénité. Et c'est palpable quand vous vous rendez dans ce genre d'endroit, donc c'est toujours très agréable de voir comment l'agencement en fait aussi bien des espaces permet en fait de modifier d'une certaine façon la plastique de l'esprit humain, et donc on est un peu plongé dans l'esprit, dans un esprit très chinois lorsqu'on s'y promène. C'est très, très sympathique. Ensuite, voilà, l'autre facette de Shanghai, la skyline, comme disaient nos amis anglo-saxons. Donc toute cette, toute cette, toute cette, ces nombreux gratte-ciel que vous trouvez un peu partout, avec cette tour que nous allons visiter ensemble, en son sommet. Nous irons tout en haut, à plus de 600 mètres d'altitude, pour observer cette ville et son histoire incroyable. On profitera pour narrer un peu l'histoire de Shanghai. Votre guide vous expliquera évidemment le 19e siècle, où Shanghai a été ouvert au contact, à la suite des guerres de l'opium, que vous connaissez peut-être, ou très certainement. Shanghai a fait partie, comme Hong Kong, de ces endroits où les Occidentaux ont eu le droit de commercer, et donc ce qui a entraîné un développement très important de la ville, avec un âge d'or dans les années 30. Âge d'or de Shanghai dans les années 30, où la ville compte plus de 3 millions d'habitants, c'est-à-dire 3 fois plus que Pékin à la même époque. C'est pour vous dire aussi, encore une fois, le rayonnement de la ville. Ça sera aussi le théâtre des affrontements entre Chiang Kai-shek et le Parti communiste chinois. Ça sera le théâtre aussi de la condition humaine d'André Malraux, hein, notre ancien ministre de la Culture, qui a écrit la plus grande œuvre se déroule à Shanghai. Et ensuite, avec la prise de pouvoir du Parti communiste chinois, forcément, Shanghai est pointé du doigt pour tous ses excès, ses ingérences étrangères, son argent facile, ses mœurs légères, et tombera un peu en désuétude, jusqu'à ce que Deng Xiaoping décide de réouvrir le littoral chinois à l'argent et aux investissements étrangers, et Shanghai redeviendra la très grande ville qu'elle était autrefois et qu'elle est encore aujourd'hui. Donc voilà, un tour à Shanghai important. Vous verrez aussi le musée de Shanghai, avec ses collections d'estampes, de calligraphie. Ce qui est intéressant dans ce musée aussi, c'est que vous passez à travers les différents âges, vous savez, comme vous visitez un musée un peu encyclopédique, comme ça on avait au Louvre, etc., qui sont âge de fer, âge de pierre, âge de fer, âge de pierre, âge de bronze, âge de fer. Ici, vous avez il commence par l'âge de bronze, qui est d'ailleurs antérieur à notre âge de bronze, hein, assez sensiblement, et ensuite âge d'argent et l'âge de porcelaine, ce qui est quand même assez intéressant, notamment pour des collections artistiques. Donc aussi un beau voyage à travers la Chine, dans ce très beau musée. Nous irons aussi à Xuzhou, donc ce petit village,
pas si petit que ça, mais cette ville, ce petit village traditionnel, non loin de Shanghai, dans le district de Shanghai. Vous promènerez sur ces magnifiques canaux et vous verrez aussi à Xunzhou, le jardin de la politique simple. On retrouve, et c'est ça que je trouve d'ailleurs d'autant plus touchant, hein, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, c'est quelque chose d'assez sublime. C'est que au cœur donc de ce jardin à la chinoise, vous avez la maison du mandarin, donc le mandarinat, vous savez, ces fonctionnaires confucéens qui dirigeaient la Chine, qui administraient la Chine. Et donc vous avez toute cette quiétude, tout ce calme, toute cette simplicité qui doit résider qui doit permettre en fait au gouverneur, à l'administrateur d'administrer justement sa province. Et donc c'est un peu ce qui est représenté par le jardin de la politique simple. La politique simple, déjà l'appellation est assez belle, je trouve. Et c'est aussi un des traits de la culture chinoise que vous allez découvrir lors de ce voyage. On passera ensuite donc au prochain volet de ce voyage, avec le musée des Trois Gorges qui se trouvera au Yichang, donc dans cette portion plus proche de la navigation. Ce sera juste avant d'embarquer d'ailleurs, où vous verrez ce grand musée qui évoquera le relocation, resettlement, qui sera le déplacement, comme on dit, le déplacement des populations lors de la création de ce grand barrage. Donc le Yangtze est un fleuve donc au cœur de la civilisation chinoise, hein, bien évidemment. Vous avez le fleuve jaune, plus septentrional. Vous avez aussi le Yangtze, qui est le fleuve bleu, dans son bassin, vous avez la moitié de la production de céréalières de la Chine, la moitié de la production de coton, et 40% des habitants de la Chine qui vivent dans le bassin du Yangtze, donc un fleuve extrêmement important, structurant dans l'histoire et dans la géographie de la Chine. Et vous avez mais malgré tout, le Yangtze est un fleuve qui a beaucoup donné, mais qui a aussi beaucoup pris. C'est-à-dire que dans l'histoire de la Chine, c'est très important, beaucoup plus que dans notre histoire, dans notre conception historique, les catastrophes naturelles ont un impact fou sur l'histoire du pays. D'ailleurs, et souvent, nous, avec notre tradition historique, on a tendance à un peu les oublier, parce que ça ne nous dit rien, mais dans certaines régions du monde, les catastrophes naturelles sont terribles. Et en Chine, c'est le cas. Et la dernière grande crue du Yangtze était en 98, a englouti l'équivalent à peu près de la superficie d'un territoire. La superficie faisait la moitié de la France. 5-6 millions d'habitations ont été englouties. Pour remédier à ce problème, un énorme projet de barrage, le plus grand de l'histoire, a été donc entrepris ici, le barrage des Trois Gorges, que vous allez visiter, et qui est extrêmement impressionnant. Ça, je dois dire, le passage de l'écluse du barrage des Trois Gorges, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Donc et vous allez voir un musée qui vous expliquera tout ça aussi, un très beau musée, très moderne, bien sûr. Donc un moment intéressant. Vous irez à Banong voir les différentes grottes, les magnifiques grottes aussi, avec des jeux de lumière, des formes géologiques très, très belles. Et à Fengji, vous verrez donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, une des plus belles navigations qui m'a été donnée de faire dans ma carrière. Et j'ai quand même un beau métier, j'ai de la chance, donc je vois des belles choses. Et franchement, c'était assez inattendu d'ailleurs, parce que je trouve qu'on connaît peut-être Guilin, vous savez, un peu, c'est un peu ça l'image qu'on a des estampes chinoises, donc ces pins karstiques, etc. J'avoue que je ne m'attendais pas à un paysage aussi grandiose en venant ici dans les Trois Gorges, et c'était totalement spectaculaire. Alors, ici, vous vous trouvez à Chito, qui est donc une ville qui, de par l'engouement d'ailleurs un peu touristique, a permis en fait cette vieille ville de la dynastie Song, donc du millénaire précédent, qui est de retrouver un peu une deuxième vie. Alors une ville très ancienne, une ville commerciale qui était sur les grandes routes de la soie, et que nous visiterons ensemble aussi, très intéressante, parce que vous le ressentez un peu rien que sur cette image, vraiment encore dans son jus et très belle.
Vous verrez ici aussi ensuite à Chongqing, une fois qu'on aura visité cette énorme mégalopole, sur le chemin de Xi'an, nous irons, voir les grottes de Dazhou, qui est, un des une des plus belles merveilles, que l'on trouve en Chine. Un ensemble de sculptures, de plus de 50 000 sculptures, qui a elle aussi qui date je crois qu'il date des Tang, donc qui a quand même, quasiment, 1300 ans aujourd'hui, et qui, représente donc, des sculptures de la vie quotidienne, mais aussi de toutes les grandes, spiritualités, chinoises, et vraiment un endroit, sublime, sublime, assez, dont on parle beaucoup d'ailleurs, qui a une belle actualité. Alors si vous voulez en parler plus tard, on en parlera, c'est un autre sujet, mais qui est très, très, très en vogue en ce moment, et à juste titre, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Nous verrons aussi, ensuite, en remontant, vers Xi'an, nous verrons un grand spectacle de danse Tang, hein, c'est un peu le spectacle de danse traditionnel, de ballet, comme on en voit d'ailleurs, en ce moment à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même pas mal de publicités pour les grands ballets traditionnels chinois. En général, ils sont associés à la dynastie Tang, qui est un peu l'âge d'or de la, de la des arts, disons plutôt, des arts, en Chine, hein, donc 7e, 10e siècle. Hem, un moment qui c'est assez intéressant le rapport qu'a le pouvoir d'ailleurs en place avec la dynastie Tang, parce que c'est un moment de relative ouverture, et la dynastie Tang fait un peu une concurrence d'un point de vue historiographie avec la dynastie des Han, qui est quand même la grande dynastie, chinoise. Donc c'est un rapport à l'ouverture. C'est bon, le bouddhisme s'est développé. Le bouddhisme est quand même une spiritualité indienne, hein, donc c'est pas une spiritualité chinoise à proprement parler. Donc on a un rapport avec, évidemment, scientifiquement démontré une grandeur, Tang, notamment grâce à l'essor des routes de la soie, et cetera. Mais dans les discours, politiques, moins mis en avant. En tout cas, vous verrez les danses Tang qui sont, voilà, qui font partie aussi du patrimoine immatériel de la Chine. Donc vous verrez bien sûr à Xi'an, l'armée, de terre cuite, hein, qui est, extraordinaire. Donc j'ai eu la chance de voir tout petit, et qui est donc cette grande armée, hein, qui date de la première véritable dynastie, dynastie des Qin. Dynastie qui était tellement terrible dans ses comportements, tellement atroces, que, le peuple chinois a préféré se référer, à la deuxième dynastie comme dynastie originelle, donc la dynastie des Han. La dynastie des Qin n'a duré que quelques décennies à peine, avant d'être renversée par la fameuse dynastie des Han qui, elle, dura plusieurs siècles. Ensuite, nous retrouverons à Pékin. Pékin, donc, la ville moderne, hein, la ville impériale, la ville politique par excellence, d'un empire, chinois qui, de tout temps, a été extrêmement centralisé, hein, pour un empire aussi vaste. C'est peut-être ça d'ailleurs la véritable prouesse de la civilisation chinoise, c'est de se maintenir, tout pendant des millénaires. Et c'est à Pékin, alors à Xi'an dans un premier temps, mais à Pékin aussi, notamment sous les Ming et sous les Qing, que le pouvoir en place, a réussi à justement, imposer son contrôle sur un si vaste territoire. Et encore aujourd'hui, hein, le Parti communiste chinois siège bien sûr, depuis Pékin, et ça sera l'occasion de, découvrir la muraille de Chine. Alors découvrir la muraille de Chine avec peut-être un des plus grands, géopolitologues, français. On est quand même en face, outre, la prouesse encore une fois, de génie, civil, on est en face, c'est du génie militaire ici. Donc c'est pas mal, je trouve, d'aller découvrir la muraille de Chine avec un spécialiste comme Pascal Boniface. Un endroit que je ne présenterai plus. Vous verrez aussi le Temple du Ciel, hein, vraiment un des bâtiments les plus emblématiques, et voilà, qui définit le mieux l'architecture, Ming, hein, donc cette grande, dynastie, qui, 15e, 17e, qui est cette grande dynastie, historique, que nous on connaît très bien aussi. C'est parce que c'est aussi l'époque des contacts avec, le monde, occidental, où ces contacts se développent, mais une grande dynastie artistique. Et voici le Temple du Ciel, extrêmement célèbre. Vous verrez aussi bien sûr la cité interdite, hein, qui n'est pas ici. Et si vous voulez
vraiment, hein, si vous ne pouvez pas attendre, n'hésitez pas à regarder encore une fois peut-être le film de Bertolucci, Le Dernier Empereur, qui est une véritable splendeur du cinéma. Voilà, je crois que et voilà et voilà, je m'emballe, j'ai pris passé trop de temps sur, cette destination mais bon, qu'est-ce que j'ai un métier qui est quand même, ma foi, très, très plaisant, je suis assez enthousiaste. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à demander notre catalogue et ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. En attendant, je vais essayer. Merci à vous.